Bonjour à tous les amis, bienvenue ici sur cette nouvelle vidéo, la cinquième de cette série d'interviews confinées des pilotes du championnat de France de la montagne. Je suis ravi de vous retrouver. Mes invités de ce soir, vous les découvrez à l'écran, hein, vous les avez sous vos yeux. On a encore un super casting ce soir pour cette nouvelle émission. Je vais vous les présenter de manière individuelle. Je vais commencer par celle qui est championne de France en catégorie production, championne de France féminine bien sûr en 2018 et championne de France féminine en catégorie sport en 2019. Elle a réussi le coup sur coup. Il s'agit de Cindy Gudet. Salut Cindy. Salut Pierre, salut Nico, salut Fab. Salut. Bonjour à tous. Salut. Bon, ça va, tu as commencé, tu as presque fait mon boulot à ma place. Hein, tu as commencé à présenter tout le monde. On continue avec celui qu'on a l'habitude de voir au volant de son tracking en catégorie CM. Il va nous parler bien évidemment, vous vous en doutez, de son nouveau projet, le Revolt. Il s'agit de Fabien Bourgeon. Salut Fabien. Salut Pierre, salut à tous. Et puis, on a à nos côtés la chance, le privilège d'avoir un grand champion de la montagne, 7 fois champion de France de la montagne entre 2010 et 2016. Merci à toi d'être à nos côtés. Salut Nico. Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les trois d'avoir accepté de jouer le jeu de ces interviews confinées. La première question, hein, comme l'ensemble des pilotes qui sont passés à mes côtés, je vais vous la poser. Bien évidemment, qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Comment ça se passe pour vous, Cindy? Raconte-nous un peu ton quotidien en ce moment. Eh ben, écoute, pour ma part, je reste chez moi. L'activité professionnelle est arrêtée pour le moment. Donc, étant dans le secteur de la vente automobile, pour l'instant, tout est stoppé. Donc, écoute, on trouve des occupations. Ça permet de se libérer un peu de temps pour faire un peu de sport. On ressort les jeux vidéo et puis voilà. Bah ouais, comme ça, tu vois, tu as aussi de quoi t'occuper. Donc il faut bien trouver des occupations pendant cette période, c'est sûr. Fabien, parle-nous un peu de ton quotidien, toi que tu es encore en activité professionnelle pour le coup. Ouais, pareil, c'est le boulot. Le rythme n'a pas trop changé du coup parce qu'on a continué le boulot nous chez Borelli. Parce que voilà, une petite PME, tu vois, il fallait qu'on continue. On avait la chance de pouvoir le faire dans de bonnes conditions parce qu'on a des grands ateliers et on a pu bien séparer les postes. Donc, tout le monde bosse en sécurité, donc on continue le boulot. Et le week-end, je reste à Saint-Gilles-Laval du coup. Donc je suis pas redescendu du côté de Pont-Nouveau. Donc ça va faire un mois que je suis pas allé à l'atelier là. Voilà, pas voir la voiture, pas voir la famille. Donc on est avec Carole à l'appart à Saint-Genis, tout se passe bien. On est en bonne santé et voilà. Mais je crois que tu as acheté de quoi t'occuper. Hein. Tu nous disais tout à l'heure en off, tu as investi. Je peux pas le dire. Hein. Oui. Je me suis pris un petit simul là pour si on reste encore bloqué à la maison pendant longtemps, histoire de pouvoir un peu se refaire la main, tu vois. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Ah oui, c'est clair. Toi, pour le coup, on en reparlera bien évidemment dans cette vidéo, mais ça fait quelques temps que tu n'as pas pris le volant pour le coup. Bon, t'inquiète pas, ça reste entre nous quatre. Personne qui ne le saura, personne n'aura d'infos sur ce simulateur. Toi, Nico, comment ça se passe ton confinement? Moi, ça se passe bien. Moi, je respecte le confinement dans mon appart, déjà, premièrement. L'activité aujourd'hui, elle est entre parenthèses parce que il n'y a pas de course de côte, il n'y a pas de course sur circuit et les circuits sont fermés. Donc, concrètement, nous, on ne peut pas travailler. Et en plus, on respecte le confinement. Moi, je continue. J'ai traité toutes l'administratif qu'on n'a jamais eu le temps de faire, toutes les choses qu'on avait entamées dans la préparation de la saison et qui étaient en suspens. Donc, j'avance toujours, moi, sur tous les détails que je peux faire avancer d'ailleurs pour qu'on soit encore plus prêt quand ça redémarrera. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer pour le moment. Mais sinon, on a la santé et c'est bien là le principal. C'est clair, tu l'as bien résumé. On a quand même une grosse pensée pour tous les acteurs hein, du sport automobile, comme toi, Nico, qui sont par effet de domino à l'arrêt. Et on espère bien évidemment que les choses vont rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible. Cindy, je vais commencer par toi. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur ta carrière et puis sur ce que tu comptais faire en 2020. Hein. C'est aussi le but de ces interviews confinées. Alors, parle-nous de tes débuts justement en sport auto. Toi, c'est vrai que tu as pas mal roulé en slalom en parallèle de la course de côte. Parle-nous un petit peu de tout ça. Alors oui, moi, donc même avant de rouler en slalom, j'ai eu la chance d'attaquer le karting à l'âge de 12 ans.
donc qui a été assez formateur. Et ensuite, donc j'ai toujours suivi mon oncle Guillaume qui lui roulait en course de côte. Donc j'ai baigné dans ce monde-là depuis petite et forcément, on est très vite piqué et la suite logique, c'est mon oncle qui me l'a apporté, qui a fait l'acquisition d'une Dallara 304 équipée d'un moteur de moto. Et donc en 2016, on a commencé les slaloms. Donc, tu as gardé cette voiture quelques temps après parce que tu faisais, tu avais des programmes, je dirais, parallèles. Hein. Tu roulais en course de côte et en slalom, notamment avec cette auto. Alors, en 2017, toi, tu termines meilleure féminine et meilleure jeune de la finale de la Coupe de France des slaloms. Et en parallèle de ça, Nico nous en reparlera tout à l'heure aussi, mais tu reçois une distinction que de nombreux pilotes courent après, on va dire ça comme ça, c'est le trophée d'espoir de l'année échappement. On imagine que ça a été un tournant pour ta carrière, bien évidemment. Oui, bien sûr. En plus, nous, c'est vrai qu'à la base, quand on a commencé, c'était vraiment par pur plaisir. Alors après, moi, j'adore la compétition, donc on est toujours là pour gagner et pour faire du mieux possible. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment du loisir, s'amuser. J'avais attaqué par le slalom parce que ça me paraissait être la bonne école pour attaquer au volant d'une monoplace. Et puis, c'est vrai que les résultats sont arrivés assez vite. Et puis tout s'est enchaîné. J'ai fait quelques podiums durant la saison. Une très bonne finale, justement, une très grosse surprise pour moi parce qu'on se classe 5e au général et puis on remporte le titre de jeune féminine. Et puis déjà, rien que d'être nominée dans la liste pour l'élection de l'Espoir Échappement, c'était déjà énorme. Et puis alors, quand on m'a appelé pour me l'annoncer, c'était une super nouvelle, autant pour moi que pour toute ma famille. Tout le monde était très content. Et oui, bien sûr, là, c'est ce genre de distinction qui te donne un coup de boost dans ta carrière à tout niveau, parce que forcément, en termes de visibilité, c'est une étape super importante. Alors, en 2018, tu décides de passer au championnat de France de la montagne. Tu pars pas forcément avec ta Dallara, hein, tu la réserves pour quelques côtes régionales et quelques slaloms. Et tu fais le choix plutôt de partir en midget avec une auto d'un certain Nicolas Schatz, notamment. Hein. Pourquoi ce choix à ce moment-là? Alors justement, après mon élection donc en tant qu'espoir, il fallait, ça me mettait un petit peu de pression parce qu'il fallait derrière quand même aligner un programme pour avoir des choses à raconter et puis pour avoir, on va dire, une visibilité positive. Donc j'ai eu la chance d'avoir un coup de téléphone le jour de l'anniversaire justement de Nico. Donc c'est lui qui m'a amené sur cette piste-là avec Jean-Michel Estienne pour me proposer justement de faire une saison au sein du Team Schatz. Donc me voilà partie pour 8 courses en championnat de France au volant de la midget. Et puis en parallèle, je voulais quand même continuer à rouler un peu avec la F3. C'est vrai qu'on avait fait beaucoup de slalom, mais j'avais fait peu de côtes avec. Donc, je voulais quand même m'initier un peu à la course de côte au volant d'une monoplace. Et donc, on a réussi à faire ce double, voire triple programme parce qu'on a fait la finale en slalom, la finale en côte et puis le championnat de France de la montagne. Alors, la finale en côte, justement, en 2018, elle se passe bien pour toi aussi hein, à Ursi, parce que tu termines meilleure féminine. Là aussi. Oui, exactement. Ouais. Donc pareil, une très bonne course pour moi. Tout s'est très bien passé. Et donc on remporte le titre en féminine. Je termine deuxième de classe derrière Fabrice Landy, d'ailleurs, qui roulait également en 1300 à ce moment-là. Et donc voilà, mais je remporte le titre en féminine en slalom aussi. Donc voilà, c'était une année vraiment positive. Et en plus de ça, le titre en production qui s'accumule, je pense que c'est vraiment une très bonne saison. On avait fait le pari d'un gros programme avec 25 courses qui prenait énormément de temps, autant pour moi que pour toute ma famille. Et tout s'est bien déroulé, donc c'était génial. Voilà, c'est clair parce que tu termines championne de France, donc féminine en production à l'issue de cette saison. Donc pour une première saison avec la midget, c'est pas mal, pour le coup. Et donc 2019, tu décides de changer de catégorie et tu fais l'acquisition d'une Formula Master. Pourquoi tu es parti sur ce choix-là?
Alors d'abord, j'avais vu que mes performances au volant de la Miquette étaient quand même plutôt sympas. J'ai gagné une fois la classe à Marchand, etc. Donc je me voyais tout de suite dans le coup en production. Et c'est vrai que j'adorais piloter la monoplace. Donc la suite logique était de partir en championnat de France. Mais voilà, c'est vrai qu'en 13 temps, il y avait moins de monde, etc. Donc je voulais faire l'acquisition d'une nouvelle voiture. Et je me suis posé la question entre la Formule 3 et la Tatus Master. Et c'est vrai qu'en voyant les passages de la Master, en voyant les performances de Marcel Sapin, etc., c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour la voiture. Et du coup, je lui ai acheté d'ailleurs sa seconde voiture durant l'hiver 2019. Et puis, ça nous a permis aussi d'étoffer un peu cette catégorie, puisqu'on avait Kevin Petit, justement, il y a quelques jours avec nous, qui nous parlait aussi de ce choix et qui avait été aussi motivé par les performances de Marcel Sapin. Donc, c'était intéressant. Puis, on a vu du coup une super bagarre tout au long de la saison 2019 dans la catégorie des Formula Master, qui se solde donc par un deuxième titre consécutif, puisque tu termines championne de France féminine, mais cette fois en catégorie sport, et tu réussis cette double performance. Et aussi, j'imagine que ça devait être un super moment pour toi. Oui, c'était un très gros moment et puis surtout une grande satisfaction aussi pour l'entourage, pour les proches, pour mes partenaires qui m'ont beaucoup aidé, sinon j'aurais pas pu participer au championnat. Voilà, c'est vrai que j'avais fait une bonne première partie de saison, j'étais plutôt bien dans le coup, donc j'étais assez satisfaite de la voiture. Et puis maintenant, il faut que je travaille sur moi, sur 2-3 réglages à faire sur la voiture, etc. J'ai pu apprendre aussi le reste des tracés que je ne connaissais pas avant, donc les gros morceaux, le col Saint-Pierre, Turckheim, etc. Donc, on a des sensations là-bas qui sont vraiment extra. Mais voilà, aujourd'hui, il faut que je travaille sur mon pilotage. Il faut qu'on a le temps de regarder les caméras embarquées, etc. Donc on peaufine un petit peu tout ça. Et voilà, j'espère faire une bonne nouvelle saison. Mais je crois avoir vu sur Internet justement que l'ami Nico proposait du coaching à distance en visioconférence. C'est peut-être le moment justement d'en profiter pour optimiser tout ça. En tout cas, pour le coup… Date et l'heure, quand? Bon, en tout cas, le coup de volant, il est déjà bien là. On peut te le confirmer, Cindy, ça c'est certain. Ton programme pour 2020, initialement, quel était-il ? Le programme pour 2020 était de participer à la totalité du championnat de France, donc m'aligner sur les 13 manches. Et puis l'objectif, bien sûr, remettre le titre en féminine en jeu. On a de belles bagarres qui se sont déroulées l'année dernière et j'espère que ça va se poursuivre cette année. Donc voilà, puis après, bien sûr, aller rejoindre un petit peu les copains de la Master, se rapprocher d'eux au maximum et puis faire les meilleurs résultats possibles. Et toujours en continuant à bien travailler et à se faire plaisir au volant de la voiture. C'est déjà un beau programme pour le coup. Et puis, on te souhaite de pouvoir rouler le plus vite possible. Bien évidemment, ça voudra dire que cette période de confinement prendra fin. Merci beaucoup, Cindy, d'avoir été à mes côtés. Reste avec nous parce que je vais avoir besoin de toi à la fin. Tu sais pourquoi. Je vais passer maintenant vers notre deuxième invité. Il s'agit de Fabien Bourgeon. Fabien, toi, tu as une carrière qui est particulière, surtout ces dernières années, puisque voilà, on va en parler, mais tu as deux casquettes. Hein. Tu as cette casquette de pilote et cette casquette de concepteur, on va dire ça comme ça. Toi, tu as démarré en karting aussi, un peu comme Cindy, hein, je crois, hein, Fabien, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance avec mon père Voilà, on a essayé le karting. Il connaissait rien en karting, moi non plus, puisque je débutais. On est arrivé par la petite porte en kart. C'était des super années père-fils, où je trouve qu'il y avait vraiment une ambiance encore dans ces années-là 2000, où le kart, c'était vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai fait 8 ans de kart, j'ai fait du 125 à boîte à la fin. Et j'ai stoppé le kart à 18 ans parce que je me suis consacré à mes études. De toute façon, j'étais en prépa à Lyon et il y avait cours les samedis matins, donc le karting, il fallait oublier, quoi. Et bon, c'était des grosses années, donc voilà, on a décidé d'arrêter le kart, les études en priorité. Et ensuite, c'est pendant les études qu'on a démarré le projet Tracking, quoi, parce que c'était un souhait qu'on avait depuis. Vas-y, dis-moi. Ouais, non, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, c'est avec cette auto-là que tu vas justement arriver dans
le milieu hexagonal de la course de côte. On connaissait ton papa, Dan, qu'on salue d'ailleurs. Hein, tu lui transmettras nos amitiés. Et tu arrives en 2014 avec le tracking, hein, c'est ça Ouais, même 2013 en fait. 2013. En fait, on a toujours rêvé tous les deux de faire notre voiture de course. On a eu un déclic. Un jour, on était à l'Anneau du Rhin et il y avait Dillman qui roulait et il avait un châssis cube comme ça avec un moteur de moto. On a dit, c'est vraiment génial, quoi. Et on a dit, un jour, il faut qu'on le fasse. Et on s'est lancé en 2012. Moi, j'attaquais la conception de la bagnole. Mon père a passé 6 mois à faire le master de la carrosserie. Pendant ce temps-là, j'ai pu désigner tout le châssis. Donc, c'était designer tout ça, c'était nouveau. Je me suis vraiment renseigné. Il y a des personnes qui m'ont aidé. On a réussi à faire cette première voiture. Ça a été un an de boulot. Et on a attaqué en 2013 quelques courses régionales, quelques courses du championnat de France. Bon, là, la bagnole, elle était vraiment dans sa version alpha, quoi. C'était un peu rudimentaire, compliqué à piloter parce qu'il y avait certains chocs qu'on avait fait qui étaient pas bons. Et voilà, on a démarré par contre en 2014 après avoir fait un gros boulot l'hiver sur la voiture pour corriger tout ce qui allait pas. Et on a fait une grosse saison 2014 qui était encore une saison d'apprentissage pour moi, mais on a pu mettre au point la voiture et faire de bons résultats. Et c'était vraiment le début de l'aventure, quoi. Bah, tu remportes d'ailleurs en 2014 ce qui s'appelait le Challenge Espoir, hein, en course de côte avec ce tracking. Et ça marche tellement bien. Alors, c'est le revers de la médaille, on va dire. Ça marche tellement bien que tu vas être victime de ton succès parce que du coup, 2015-2016, tu as dû te consacrer un petit peu à honorer le carnet de commandes de tracking, hein, c'est ça? C'est ça a déclenché les ventes. Du coup, on était clairement overbooké toutes les premières moitiés de saison. On arrivait généralement au Mont d'Or avec une bagnole qui allait 0 km. Mais voilà, on s'est rendu compte que toutes les bagnoles qu'on faisait marchaient pareil. On faisait le même setup. Les voitures étaient vraiment reproductibles. Donc, on arrivait au Mont d'Or plutôt serein et on faisait une fin de saison pour se faire plaisir. Et voilà, c'était différent, mais c'était toujours aussi plaisant. Bah, tu fais que quelques participations. Je crois que tu dois en faire 2 ou 3 en 2015 et en 2016. Ouais, Mais bon, à chaque fois, tu gagnes, quoi. Donc, bon, c'est pas on mal. on a goûté un petit peu à l'étranger aussi. C'était Oui, c'est des vrai. bonnes courses. On est allé en Allemagne, on est allé en Croatie. On a fait cet effort-là pour faire voir un petit peu la voiture à l'étranger et découvrir d'autres choses. J'ai fait les rangées aussi en 2016. Et c'est des courses, c'est vraiment différent de la France et c'est vraiment sympa. Oui, bien sûr. Puis ça te permet comment dire, d'apprendre ces nouveaux tracés, de découvrir un peu ce qui se fait à l'étranger. C'est important. Alors, en 2017, tu décides de te réengager sur un challenge open sur quelques courses du championnat de France de la montagne. Et ça démarre dès Bagnols Savant. Alors, la saison pouvait mieux commencer, hein, pour le coup, parce qu'à Bagnols, tu sors assez violemment de la piste. On va remettre les choses dans le contexte. C'est un an après le drame de Steve Cabello qui est décédé à Bagnols Sabran. C'est pas très très loin en plus, c'est à quelques mètres. Bon, c'est vrai que c'était assez flippant quand on était de l'extérieur. Fort heureusement, toi tu t'en es sorti avec des blessures certes, mais tu t'en es sorti. Comment tu vis le truc à ce moment-là, en sachant que tu es sur une pente où tu vas te relancer et il y a cet accident qui vient un peu stopper l'effort, quoi. Ouais, moi, je pense que ça m'a moins fait flipper que les gens qui étaient autour de moi. Je me suis vu Je te arriver confirme que j'y étais et eu égard à voilà, tout ce qu'on a vécu l'année d'avant, c'était chaud. Ouais. Ouais, je viens de croire. Je suis arrivé là-bas en haut, axel bloqué, fond de 6, du coup. Bon, j'ai vu arriver les gros blocs vraiment vite. Bon, voilà, j'ai pas perdu connaissance. Je souffrais un peu, mais honnêtement, l'équipe de secours était géniale. Ils sont arrivés en un claquement de doigts. J'étais directement, je pense qu'ils m'ont bien shooté parce qu'après, j'ai pas trop vu le temps passer, mais voilà, je me suis vite remis et on a recommencé tout de suite à reconstruire une auto. Et tu vois, ça m'a permis de ne pas m'enterrer dans une espèce de sensation bizarre où tu fais plus rien et tu es à la maison. Donc, même si je souffrais parce que j'avais quand même le dos, les côtes et la clavicule, je passais du temps à l'atelier la semaine pour être avec eux, quoi. Et on a recommencé à reconstruire une voiture et ouais, 2 mois et 3 semaines plus tard, on a fait marchand. Et c'était gros moment. C'était un peu d'émotion quand même. Enfin, à l'arrivée de la première, quand je suis arrivé en haut, à la première montée des Célibles le samedi, tu vois, j'ai explosé. Et c'était vraiment les 3 mois
tout ressortait, quoi. Et après, bon, j'ai pu reprendre confiance rapidement et tout s'est bien passé. Ouais, bah, on peut le comprendre, on peut l'imaginer, parce que bon, voilà, c'était chaud et puis bah, c'était important, voilà, pour toi, je pense, de remonter rapidement dans la voiture. La saison, bon, elle va quand même bien se terminer parce que tu remportes le Challenge Open en CM et 2018, alors tu repars avec la nouvelle version du tracking et tu renouvelles cette performance pour le coup. Ouais, c'est ça. On a mis un nouveau moteur, là, on a mis le moteur 2017 pour pouvoir proposer cette option-là dans le tracking. Et on en a profité pour faire des courses qu'on n'avait jamais fait au Championnat de France. Le but, c'était de préparer les saisons à venir, arriver en connaissant un maximum de parcours. Et voilà, cette saison 2008 était un peu particulière. J'étais en plein dans la conception du proto et j'y allais avec des objectifs, tu vois, de vraiment bosser moi sur mon pilotage et apprendre les côtes, vraiment de perfectionner tout ça, quoi. Et oui, bien sûr, ça te permet de préparer l'avenir. Alors justement, l'avenir, on va en parler, tu t'en doutes, hein, Fabien, tu ne vas pas pouvoir passer outre ces questions. En 2019, tu fais l'impasse parce que tu es sur un autre projet. Ce projet, on le connaît tous, c'est le Revolt. Dis-nous tout, on veut tout savoir. Moteur, châssis, voilà, on veut tout savoir, les coulisses de la conception de cette auto, pourquoi vous êtes parti sur ce format-là. On te laisse nous expliquer. Bon, bah voilà, tu vois, 2 ans après que tout ça a commencé, on allait être prêt. On allait être prêt. Bon, bah, tout vient se stopper. On était vraiment dans une bonne dynamique là, ces derniers mois pour être prêt pour Sabran et l'école Saint-Pierre. On allait être tout juste prêt, en plein développement, mais c'était vraiment un objectif d'y être et je pense qu'on l'aurait fait. Voilà, je viens de te le dire, 2 ans de conception pour sortir la première auto. Ça passe par vraiment 1 an sur l'ordi à bosser les soirs, des bouts de nuit. Ça ne devait pas être trop vivable pour Carole qui habite avec moi, mais on a vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. Et après, la partie conception, mais quand tu te rends compte, enfin la partie construction, pardon, la réalisation des moules, de toute la partie châssis, qui dit un châssis, dit un marbre de construction. Enfin, c'est vraiment un boulot colossal. Et pour intégrer aussi le V8, donc le V8 Cosworth, le AC. Donc nous, on est parti sur un V8 pour cette première auto. Bien sûr, dans la Revolt, on pourra mettre un 2 litres, un turbo. Voilà, ça reste, le châssis n'est pas non plus construit autour du moteur, donc c'est le même format que les Normands. On pourra mettre la motorisation et la boîte qu'on veut. Donc voilà, nous, on est parti sur le V8. Beaucoup travaillé l'aéro et je suis toujours en train d'ailleurs de le faire. Là, je profite de notre temps libre du fait que la saison ne démarre pas pour peaufiner encore plus l'aéro en simulation numérique. Donc, je passe beaucoup de temps là-dessus en ce moment, histoire d'être encore plus prêt. Et de toute façon, tant qu'on ne l'aura pas posé sur le goudron et fait des tours avec, voilà, tout ça reste de la théorie. Donc, on va arriver par la petite porte, développer notre auto, comprendre le châssis, que je m'habitue moi aussi à tout ça parce que je n'ai jamais roulé avec des gros moteurs et tout va être nouveau, quoi. Donc, on espère que tout va bien se goupiller comme ça s'est goupillé à l'époque pour le tracking, mais c'est quand même un ton au-dessus. Il y a de l'aéro, c'est pas le même genre de voiture, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas le même genre de voiture en termes de perfo, en termes de comportement et puis même en termes d'attente parce que tu le sais, il y a la planète course de côte, au moins en France, attend vivement de voir ce que ça va donner. Alors, on en parlait, toi et moi, l'autre jour, de manière un peu plus privée, mais tu me disais que justement, vous avez redoublé d'efforts pour être prêt pour bagnole. Donc, bon, le programme pour 2020, on le connaît, c'était d'être sur le championnat, mais voilà, toi, tu étais quand même dans cette bonne dynamique. Tu pensais que ça allait le faire. Ouais, on était prêt. Bah, tu vois, le premier jour du confinement, on revenait du grand moteur. On était chez Arnaud quelques jours. D'ailleurs, Arnaud a fait un super boulot là-dessus. Donc voilà, l'auto avait démarré, elle était passée au banc. La première semaine du confinement, on aurait dû aller faire nos premiers tours de roue en circuit, quoi. Donc ça a bien cassé tout ça. On s'est vraiment mis à l'envers les 3 derniers mois. Mon père a fait un boulot colossal. Et voilà, ça s'est tout stoppé. Donc c'est un peu frustrant. Maintenant, c'est une situation carrément unique, quoi. Donc personne n'y peut rien. Et je pense qu'il y a des gens comme Nico qui vraiment ne pas démarrer la saison, bah, c'est pas qu'une question de frustration, c'est vraiment une question aussi économique. Donc on n'est peut-être pas les plus malheureux, quoi. Ouais. C'est certain. Est-ce que tu avais prévu quelques courses en Europe cette année avec la Revolt, du coup?
On voulait bien focaliser quand même sur le championnat de France pour se préparer sur toutes les courses et les faire toutes. Mais ouais, on voulait faire une ou deux courses en Europe si on en avait l'occasion. Après, ils avaient décalé les Rangiers en même temps que Champ-Rose, je crois. Donc ça, c'était Plutôt l'inverse. Ouais, plutôt l'inverse. Oui, c'est vrai. Et à voir au cours de cette saison, si les étrangers font des courses avant la France, ben voilà, de toute façon, nous, il faudra qu'on roule le plus tôt possible. Donc dès qu'il y aura moyen de faire des courses, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique ou n'importe où, on le fera. On a impatient de le découvrir, en tout cas, ce proto, et on a hâte de te revoir en selle avec cette auto. Merci beaucoup, Fabien, pour toutes ces infos. Reste à nos côtés, bien évidemment, comme Cindy, parce qu'il va y avoir le quiz tout à l'heure, vous le savez, les amis. Je vais me tourner maintenant vers notre troisième invité. Il nous fait l'honneur d'être à nos côtés ce soir. C'est Nicolas Schatz, cette fois champion de France de la montagne. On va essayer de condenser tout ton parcours en quelques minutes, Nico, mais ça va être long parce que Dieu sait s'il y a des lignes à ajouter. Toi, Nico, tu démarres en course de côte en 2004. Hein, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Ah, moi, je démarre en 2004, mais je suis une exception. Moi, je n'ai pas fait de karting, j'ai rien fait d'autre avant que de la course de côte en 2004. J'ai démarré un peu dans le même état d'esprit que Cindy à la base, c'est-à-dire en famille d'abord, et dans l'objectif de vivre sa passion comme un loisir. Sauf que on a fait, dès ma première année, on a fait quand même 9 courses avec une Grac MT10 qui datait de 1975 à l'époque. Je m'en rappelle. Alors nous, on croyait avoir acheté la Formule 1 de la course de côte parce qu'on n'y connaissait rien du tout, mais rien de chez rien. Donc, on a tout appris sur le tas. Mais on était très content d'avoir trouvé cette voiture qui rentrait dans notre budget. Et à l'époque, j'ai démarré donc par la course de côte régionale et avec un moteur de moto, on pouvait faire vraiment des beaux résultats. Et voilà, on est parti, ma foi, avec le camping-car, la remorque, sur nos courses de côte. Après cette première année, on s'est rendu compte quand même, parce que j'ai fait en 9 courses, je suis sorti 3 fois de la route. Bon, j'ai gagné aussi ma classe de cylindrée très rapidement, mais j'en voulais un petit peu trop par rapport à, on va dire, l'efficacité de l'auto. Donc, au Monastier-sur-Gazeille, là-bas, je m'étais mis à beau soleil quand même. Mes parents ils m'ont dit, bon, c'est soit on arrête, soit on continue, mais on essaie d'acheter une voiture un peu plus récente. Et seulement, je n'avais pas plus de budget que pour acheter une Grac. Donc, on n'a pas construit comme Bourgeon le font, une voiture complète, mais on a modifié, on va dire, une Dallara F3 qui était un peu caduque en termes de performance parce qu'elle était ancienne, elle datait de 89 à l'époque, donc là c'était en 2005. Et on lui a greffé un moteur de moto, mais bon, en une année de course de côte, on n'avait pas appris non plus à concevoir une voiture. Donc on s'est fait épauler par des collègues, par des amis. C'est le serrurier de mon village qui a fait le châssis, pour te dire, hein, tubulaire. C'est une belle donc histoire. on est arrivé, mais une histoire de dingue. On est arrivé à Coligny, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et puis en fait, cette voiture, ça s'est avéré être une très très bonne voiture. Tous les choix qu'on avait faits étaient les bons. Et puis tous les gens qui sont intervenus sur la voiture ont fait du bon job. Et donc j'ai démarré par gagner ma classe de cylindrée lors de la 2e année. Donc comme Cindy, j'ai fait à chaque fois des années, 20-30 courses. Donc des grosses saisons. Et puis, dès la 2e année, en fait, je pars en championnat de France avec cette voiture, donc en 2006, et je gagne le Challenge Espoir. Ce que j'allais te dire, malgré tout, malgré cette conception artisanale, cette voiture, voilà, tu vas la garder quelques temps, et même en 2007, avant de passer à la 3000, je crois, de mémoire, tu l'avais encore, cette voiture. Ouais, parce qu'en fait, donc moi, à l'époque, j'ai fait l'inverse de Fabien sur ce point-là, moi, sur le point des études. Je suis parti en école d'ingénieur et c'était en parallèle de ma 2e année de compétition et j'ai été qualifié pour la finale de Remiremont à l'époque. Et j'avais failli, pas la gagner, mais la première manche, j'étais en tête, la 2e manche, j'étais 2e, puis la 3e manche, je suis passé 3e. Mais ça m'a quand même motivé, je me suis dit, punaise, on est quand même performant avec cette voiture. Puis les études, ça commençait à l'école d'ingénieur, c'était un peu moins ça. Donc du coup, j'ai décidé de continuer mes études, mais de les diminuer un petit peu pour pouvoir continuer de courir et surtout mettre 100% de mon énergie dans la course automobile. Et donc, en 2007, donc tu repars pour cette saison et fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'était en fin de saison, tu arrives avec cette Lola T94, cette Formule 3000. Là, tout de suite, tu passes un step et tu marques les esprits d'emblée, quoi, pour le coup.
Ouais, bah, disons que pour moi, c'était un énorme challenge. J'étais quand même pas très, j'avais pas beaucoup d'expérience, hein. J'avais que 3 ans de course automobile. Je me retrouve parachuté dans une Formule 3000. Au début, pour te dire, j'avais carrément le voile noir quand j'accélérais en ligne droite parce qu'avec Tu m'étonnes. la vitesse de défilement, le cerveau ne s'oxygénait pas, enfin bref, etc. Mais bon, on a fait du circuit d'abord pour la découvrir, mais ce qui a surtout accéléré en fait ce mouvement-là, c'était pas du tout prévu que je l'apprenne aussitôt en fait, mais c'est que j'ai un partenaire qui m'a accompagné pour acheter cette voiture qui malheureusement est décédé. Et on s'est dit, bah, puisque c'est ça, cette voiture, il voulait tellement me voir la piloter qu'on va tout de suite y aller. Donc on est allé à Villafan. Et puis c'était ma première course de côte avec la Lola F3000. Pas Et évident de découvrir une telle auto sur une telle épreuve, quoi, pour le coup. bah, pas évident à piloter, puis pas évident aussi à exploiter techniquement. Moi, à l'époque, c'était mon père et 2 super potes qui m'accompagnaient. Et donc, encore une fois, là, on tombe sur des moteurs AC, justement, comme dit Fabien. J'avais un Cosworth AC qui est une mécanique quand même pointue, un électronique pointu, des réglages très pointus. Une Formule 3000, c'est pas évident à régler pour la course de côte, parce que c'est pas prévu pour. Donc voilà, mais bon, on a continué notre stratégie qui est d'apprendre sur le tas, quoi. Ouais, et puis Voilà. ça s'est plutôt bien passé parce que du coup, je crois que tu fais ton premier podium à Limonest en fin d'année 2007 et 2008, première victoire, hein, si je Ouais. dis pas de bêtises, avec Crevon en championnat de France de la montagne. Donc à l'époque, on va resituer un peu le contexte, mais c'est vrai que tu es considéré comme l'étoile montante de la discipline. Et d'ailleurs, en fin d'année 2008, un peu comme Cindy, il y a moins de temps que ça, mais tu deviens espoir échappement également. Ouais, bah en fait, leur étoile, j'en sais rien, mais c'est sûr que le plus les courses passaient, le plus on était performant, le plus on maîtrisait les choses. Et puis, cette sélection échappement qui est arrivée par là, j'ai eu la chance de recevoir mon titre de la main de Sébastien Ogier en plus, donc j'étais sur mon petit nuage. Et puis surtout, ça m'a toujours motivé depuis le début, en fait, en 2004, à ne rien lâcher, à faire toujours les choses le mieux possible, à toujours travailler encore et encore et encore, parce que on avait des résultats qui étaient plutôt toujours très bons, toujours en progression. Donc ça nous a toujours motivés. Bon, et puis les années se passent, on arrive en 2010. Alors en 2010, c'est une année très particulière à bien des niveaux. D'un côté, tu remportes ton premier titre de champion de France de la montagne, mais bien évidemment dans un contexte très particulier, puisque quelques semaines avant, on pleurait le départ de l'ami Lionel. Ça te fait quoi? Enfin, comment tu le vis, toi, à ce moment-là, le fait d'être d'un côté, tu es champion de France, mais de l'autre côté, bon, il y a cette situation qui fait qu'on a tous l'esprit ailleurs, quoi. Bah, pour comprendre ce que j'ai ressenti, en fait, il faut bien se dire que moi, depuis 2004, l'étoile, justement, c'est Lionel Régal. C'est lui qui est champion, c'est lui qui domine, c'est l'homme à battre, c'est lui qui, en fait, nous guidait tous parce que c'était la référence. Et moi, j'avais qu'une seule obsession depuis que j'avais la Formule 3000, c'était de battre cette référence. C'était mon objectif. Et on s'en est approché. En 2008, on commençait à chatouiller plus régulièrement. 2009, encore un peu plus. Et puis 2010, encore plus, même si à mi-saison, il avait pris un avantage. Et à la veille de son décès, il était quasiment champion parce qu'il lui manquait, je crois, une 4e place. Enfin bref. Donc, il y a une quatrième place à Champs-Rousse, ouais, effectivement, parce qu'il venait de gagner au Voilà, Mont d'Or. Et, ouais, ouais. c'était fait. Donc dans notre tête à tous, bon, bah, Lionel était champion et puis point barre. Voilà. Donc moi, j'étais orangé d'ailleurs ce jour-là. Il faut savoir que je partais juste devant lui, en fait. Donc cette coulée d'eau dramatique, je l'ai passée, je l'ai franchie, je me suis mis en travers, mais la voiture est revenue droite pour des raisons que je ne sais pas. Ça va tellement vite que si ça se trouve, j'aurais pu faire les mêmes gestes et que ça se passe différemment. Mais bref, passons. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, quand je franchis la ligne d'arrivée, en général, je vais toujours faire demi-tour, j'arrête ma voiture, je repense à ma montée. Et puis après, bon, on va passer un bon moment avec les copains. Et là, je ne sais pas pourquoi, je franchis la ligne d'arrivée et je m'arrête à côté du panneau d'affichage. Chose que j'ai jamais fait de ma vie avant. Et j'ai attendu son chrono qui n'est jamais arrivé. C'est un truc de fou. Et puis, quand Lionel est décédé, honnêtement, moi, j'ai envie de dire que ma motivation à faire de la course de côte et du sport automobile, elle est partie. Parce que moi, je voulais battre Lionel Régal et Lionel Régal est parti. Donc, c'est ce que j'ai ressenti dans mon équipe, évidemment. Il faut savoir qu'avec le team Régal, on était très amis, très proches. Les mécanos faisaient la fête ensemble, un coup chez moi, un coup chez lui.
Nous, on partageait énormément de choses. C'est même quelqu'un qui est venu m'aider quand des fois j'étais en panne à mon atelier, enfin des choses assez incroyables. Et le lendemain du décès, on s'est dit, enfin moi je me suis dit, bon, maintenant il n'est plus là, ce titre, il faut que je me débrouille pour qu'il lui soit rendu à titre posthume. Donc, tous les pilotes étaient d'accord, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et donc moi j'ai fait les démarches auprès de la fédération et ça m'a été refusé. Et après, on s'est posé la question de faire pour qu'il soit champion avec les points, mais c'était impossible. Donc, du coup, on s'est dit, bon, à un moment donné, ce que voulait Lionel, c'est quand même que la compétition ait lieu. Donc, on a continué la compétition. Et j'ai hérité d'un titre, mais qui, pour moi, n'a aucune valeur, parce qu'encore une fois, c'est Lionel qui aurait dû être titré en 2010. Ouais, je me souviens très bien que tu avais fait cette démarche, tu avais fait couler beaucoup d'encre à l'époque parce que bah, justement le mouvement était poussé par vous, pilotes. En tout cas, ton témoignage est très fort pour le coup, Nico. Et effectivement, on a une pensée bien évidemment pour Lionel qui nous manque à tous. Bon, ceci étant, eh bien, c'est le début de la période chat à ce moment-là puisque tu vas remporter coup sur coup les titres 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Tantôt au volant de la Lola, tantôt au volant de la Nippon en 2012. Et puis en 2013, tu bascules, tu es un des premiers à entrer en CN+. J'ai une image, ça me parle, on en discutait à Bagnoles en 2013. Tu venais de recevoir la Norma et c'était, enfin bon, tout était nouveau. Tu étais en train de la découvrir, tu ne savais pas du tout de quoi allait être fait le week-end. Et puis tu remportes Bagnoles Savant en 2013. Donc c'était un truc assez fort. Quel est ton regard, toi, sur le CN+, sur ce passage de la 3000 à la CN+? Bah, moi, d'abord, je me suis régalé dans la Lola. J'ai eu la chance d'avoir ensuite la Reinhardt parce que pour moi, c'était un petit peu plus abouti que la Lola et je me suis encore plus régalé dans la Reinhardt. Et il se trouve que quand j'ai décidé de passer sur la Reinhardt, le CN+ est arrivé. Et Sébastien est arrivé déjà avec le CN+. Moi, au début, j'étais très honnêtement pas trop partant pour ce CN+, parce que je trouvais que ça allait augmenter les budgets pour on va dire, le panier moyen des pilotes. Parce qu'en fait, on était obligé d'acheter une voiture neuve, il n'y avait pas de marché d'occasion. Et je me suis dit, bon, pour les pilotes, moi, j'ai pu accéder, par exemple, à la Formule 3000 avec une Lola d'occasion que je n'avais pas acheté cher. Et ça permettait quand même de jouer des podiums, voire des victoires. Mais techniquement, sur le fond, le CN+, c'était une bonne idée parce qu'on avait un super moteur de BM qui était ultra fiable et qui, en fait, le raisonnement, c'est qu'il fallait calculer sur 3-4 ans et on économise quand même pas mal de révisions moteur que sur les moteurs d'F3000, il faut quand même les réviser assez régulièrement. Donc, en fait, bon, c'était pas si mauvais, mais bon, je ne me suis pas trop trompé quand même parce que malheureusement, il n'y a que 3 CN+, qui ont existé en France. Si j'oublie personne, mais je crois que j'oublie personne. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Moi, mon objectif, ce serait qu'il y ait une quarantaine de pilotes qui puissent jouer la victoire au scratch, style une CN de litre, par exemple. Si tout le monde serait en CN de litre et que tout le monde pourrait jouer la victoire scratch, je pense qu'on aurait des batailles qui seraient extraordinaires. Mais bon, après, la nouvelle catégorie E2, par exemple, apporte un spectacle qui est fabuleux. Bien sûr, ouais, c'est certain, ça permet d'évoluer. En tout cas, bah, cette année, on était censé avoir davantage de E2 que ce qu'on a eu de CN+ engagé, mais on partage ton avis. Effectivement, plus on est de fous, plus on rit. On va dire ça comme ça. Bon, toi, tu poursuis ta carrière. 2014, tu remportes les Masters à Eschdorf. On salue aussi nos amis d'Eschdorf qui, malheureusement, ne peuvent pas organiser cette année pour les raisons qu'on sait. Tu vas remporter un dernier titre en 2016. On arrive en 2017, Bagnoles-Sabran. Et là, 2 jours avant, coup de théâtre, Nicolas Chatte déclare forfait pour la saison. Tu décides de partir en ELMS. Bon, explique-nous un petit peu comment ça s'est fait, à quelle période ça s'est fait, comment tout ça s'est goupillé. Tout ça s'est fait dans la dernière seconde, comme d'habitude. Je n'avais pas du tout préparé ça comme ça. Moi, j'étais prêt, j'avais préparé ma voiture, j'avais mené tout mon développement que je voulais mener l'hiver pour être au top à Bagnoles, comme d'habitude. Et en fait, bon, moi, je suis, depuis un petit moment, j'essaye des voitures pour le magazine Échappement, je suis essayeur pigiste. Et il se trouve que dans mes essais, j'étais allé essayer la LMP3 de chez Duquesne Engineering à Alès. Et le team manager m'avait dit, punaise, t'as
tu roules super bien, est-ce que l'endurance t'intéresse, etc. Je dis, bah oui, je surveille, mais je m'étais mis une barrière à ça pour des raisons de budget, tout simplement. Donc voilà, puis ça s'est arrêté là. Et en fait, il se trouve que on va dire 3 semaines avant Bagnoles, Duquesne Engineering me contacte pour faire un remplacement d'un pilote à Silverstone. Donc moi, j'avais tout de suite donné mon accord parce que je n'avais pas de plage de date avec la montagne. Et il me rappelle, donc ça devait être 1 semaine et demie avant Bagnoles, et il me dit, bon, écoute, il faut qu'on discute parce que là, on a envie de monter un équipage pour la gagne, donc en European Le Mans Series à 3 pilotes, en LMP3, et on aimerait bien que tu fasses partie du line-up. Donc quand vous avez une proposition comme ça, il faut réfléchir à 2 fois, quoi. Mais c'était une décision quand même très compliquée parce que c'était une décision pour l'année en cours, mais je me voyais mal après revenir en côte en passant une année à faire que du circuit entre guillemets. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été évident. Enfin, ça n'a pas été évident. Je me suis posé quand même vraiment la question. Puis après, je me suis dit, bon, j'ai gagné nombre de titres consécutifs avec 3 voitures différentes. J'ai même une année gagné 12 courses sur les 12, la dernière année d'ailleurs, 2016. Je me suis dit, en fait, c'est la bonne année. Et en plus, je dirais le détail qui a fait encore plus basculer, c'est mon frère Geoffrey, qui courait un peu dans mon ombre. Et on voyait vraiment qu'il avait le potentiel pour faire des très belles choses. Donc là, ça a permis vraiment de tout aligner. Et je pense que c'est de loin la meilleure... C'était la meilleure solution. Bah, la suite, on la connaît en tout cas, puisque plus tard dans la saison, tu vas confier ta Norma à Geoffrey, qui était avec nous d'ailleurs il y a quelques jours. Il nous en a parlé. Toi, tu vas faire une saison de LMS, tu vas passer par la Le Mans Cup également. Et puis, tu vas développer un petit peu tes activités. On te voit fréquemment, bien sûr, sur les manches du championnat de France de la montagne, avec une activité qui maintenant s'appelle ANS. C'est ça? Activité Nicolas Chat, si j'ai bien suivi sur les réseaux sociaux. C'est bien tout ça? Voilà. Bon. Voilà, j'ai voulu enlever le nom de Schatz parce que Schatz, on voyait partout et j'en avais marre de ce nom. Donc, je l'ai appelé NS, comme ça, moi, j'ai plus Schatz qui m'horripile tous les jours. Non, mais en fait, depuis le décès de Lionel, on va dire, comme j'avais perdu, on va dire, Lionel, je me suis dit, bon, il faisait ça, lui, à l'époque, à du monitorat de pilotage. Hein, c'était un des premiers à le faire, d'ailleurs, de manière aussi professionnelle en côte, ouais, effectivement. Oui. Et je me suis dit, bon, ça marchait plutôt bien. On avait des bons retours des pilotes qui allaient là-bas. Je me suis dit, bon, on va essayer de monter quelque chose. Puis pareil, bon, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Partant en circuit, j'ai développé aussi du coup une entité circuit en endurance avec 3 sports proto, Norma. Donc. Et depuis l'an dernier, on est présent aussi en GT4, FFSA avec 2 Ginetta GT4. Voilà. Et puis on développe des entraînements. Cindy en est l'exemple pour entraîner les pilotes, parce qu'aujourd'hui, la course de côte, c'est dangereux. Il faut absolument s'entraîner, maîtriser sa voiture avant de s'aligner sur une course de côte. Donc nous, on leur permet du coup d'apprendre un peu les rudiments pour que quand ils arrivent en côte, au moins, ils se font plaisir, et puis deux, ils maîtrisent leur véhicule. Et en circuit, en fait, on ne se rend pas compte, mais en circuit, les gens s'entraînent beaucoup, les pilotes roulent énormément pour s'améliorer, et puis voilà quoi. Bon, c'est plutôt un beau programme. Et puis, je vais terminer avec une question, parce que tous les fans de course de côte se la posent, cette question. Est-ce qu'on va te revoir un jour au départ d'une manche du championnat de France de la montagne, Nico? Ah, je dis pas non, mais si je reviens, je veux un truc qui crache le feu. Donc Fabien, tu te démerdes comme tu veux. Tu me fais une bagnole de fou furieux, quoi. Ça serait sympa, ça. Ça serait pas mal, ça. Nicolas Schatz dans la révolte, ça serait sympa. Je t'appellerai s'il faut vraiment montrer le potentiel de la bagnole. Non, pour le moment, c'est pas d'actualité en tout cas, parce qu'encore une fois, il y a Geoffrey qui doit continuer ce qu'il a débuté, c'est-à-dire de faire évoluer sa voiture, lui, et puis son évolution sportive. Donc. Et puis moi, j'ai beaucoup de choses à faire en circuit. On peut pas tout faire bien, on va dire. Mais par contre, pour le plaisir, faire des piges, peut-être, pourquoi pas. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai déjà bien assez à faire. Mais je viens accompagner les pilotes. Bah oui, bien sûr. On te voit souvent d'ailleurs sur les manches du championnat de France de la montagne. Écoute, on espère un de ces quatre te voir quand même au départ, même si c'est occasionnel, si c'est un one shot, ça fera plaisir à beaucoup. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été à nos côtés, Pierre, j'ai une question, moi. Ouais, dis-moi. Alors, ton itinéraire, toi, sur
la chanson, le chant, tu peux nous expliquer un petit peu ta carrière? Parce que j'étais bluffé sur ton Facebook. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors j'ai commencé, alors c'est une histoire vraie, ça reste entre nous, mais mon premier concert, c'était, j'avais 5 ans, un truc comme ça, c'était la remise des prix de Lazare en 16. Voilà, vous savez tout. Oh là Et là. il y a peut-être des vidéos qui existent, moi je les ai pas en tout cas. Et non, non, ben voilà, je m'amuse. Hein. Écoute, c'est le confinement, on fait comme on peut, tu vois. On essaye de s'occuper pendant toute la période du confinement. Quand je vous ai pas en interview, voilà, je pousse la chansonnette, mais je ne suis qu'un chanteur du dimanche, mon cher Nico. Voilà. Et je te propose, à la fin des podiums, le dimanche, donc, de terminer, clôturer les courses par un beau one man show. Ça pourrait être sympa, non? Allez, écoute, le pari est tenu. Allez, Ok, Le je on va note. faire concert, ça. ou le concert du samedi soir. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Exactement, on peut faire ça. Ou le vendredi à la conférence de presse ou autre. Bon, voilà, on ne sait jamais, ça peut le faire, quoi. Bon, merci beaucoup, Nico, d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les trois. Alors, on va passer maintenant au quiz. Vous le savez, c'est la tradition de cette émission internationalement reconnue. Je vais vous poser quelques questions de course de côte, de sport automobile. Et bien évidemment, il faut nous trouver la bonne réponse dans les plus brefs délais. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui, C'est tout bon. Allez, super. On va commencer. Je vais vous demander de me trouver un pilote. Je vais vous donner des indices, bien évidemment. C'est un garçon qui est 4 fois champion d'Europe de la montagne. C'est quelqu'un qu'on a vu à plusieurs reprises au départ des 24 heures du Mans, notamment. Il a été aussi champion de France de la montagne. Je ne vous dis pas l'année, hein, pour le coup. Je vous la dirai peut-être un petit peu après si vous galérez à trouver la bonne réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire de famille. Hein. Il n'est pas tout seul à rouler. Son frère aussi a roulé, pas forcément dans la même discipline. Et puis, s'il y a une marque qui peut, je dirais, comment dire, lui correspondre au mieux, on va dire que c'est Porsche. C'est ce que ça vous parle? Perez? Exactement, Jean-Marie Almeras. Jean-Marie Almeras, champion de France de la montagne en 1978. Ouais, Tu l'as trouvé, Nico. Jean-Marie Almeras, j'en profite pour le dire, qui sera à nos côtés dans une prochaine interview. Donc, restez connectés, bien évidemment, pour voir cette interview. On va continuer avec une autre question course de côte. Donnez-moi, les amis, le nom du champion de France de la montagne en 1995. De Bias. Yes, c'est ça, Christian de Bias. C'est pas mal, elle a révisé, Cindy. Mais je l'avais prévenu. J'avais dit, Cindy, Ah, révise mais le c'est un sport voisin, auto. c'est pour ça. Hein, Cindy? C'est ça. Même pas, même pas. Ouais, donc Christian Lubias, 95, c'est son 3e titre de champion de France de la montagne, puisqu'il avait été champion de France en 77 et en 1994 également. On va parler de rallye raid. Tiens, si je vous parle de rallye raid, allez, une épreuve que tout le monde connaît en rallye raid, facile. Paris-Dakar. Voilà, Dakar. le Dakar, évidemment. Alors, le Dakar, cette année en 2020, cette année en 2020, il est revenu en Afrique puisqu'il était parti en Amérique du Sud. Est-ce que vous vous rappelez, c'est ma question, de la dernière année avant le retour de 2020 où le Dakar s'est déroulé en Afrique? 2010, non? Non, mauvaise réponse. 2013. Mauvaise réponse également. C'est un tout petit peu plus vieux. 2008. Pas loin, mais c'est pas ça. 2009. Non plus. Plutôt encore? 2006? Non plus. On l'a 2007. raté. 2007, c'est ça, 2007. Vous n'étiez pas loin. Vous n'étiez pas loin. Il a été annulé 2 jours avant le départ, en 2008. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire avec des problèmes de sécurité en Mauritanie notamment et le départ qui s'apprêtait à être donné depuis Lisbonne au Portugal. L'épreuve qui avait été annulée et donc du coup elle avait été transférée en Amérique du Sud. Mais c'est vrai que la dernière édition africaine, c'était en 2007, avant le retour en Arabie Saoudite cette année. On va repartir en course de côte. Vous allez essayer de me trouver, chers amis, un tracé de course de côte. Alors, c'est une épreuve qui a une particularité parce que le départ et l'arrivée, grosso modo, ce n'est pas tout à fait dans le même département. Il y a un changement de département quand on arrive à l'arrivée de cette épreuve. Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je vous le dis, à quelques mètres après l'arrivée. C'est un tracé qui a abrité notamment une drôle de finale de Coupe de France à montagne en 2002, qui ne s'est jamais déroulé en 2002, qui s'est déroulé en 2003 pour des questions de météo. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai volontairement donné des indices un petit peu flous pour
prolonger le suspense. Plus récemment, c'est une épreuve qu'on a l'habitude de voir en compétition européenne. Est-ce que ça vous parle? Ça fait un plan pour une finale, le Saint-Pierre. C'était le Saint-Pierre. Ah ouais, d'accord. Le col Saint-Pierre, finale de la Coupe de France 2002. Et il y avait eu des inondations dans le Gard à ce moment-là, en septembre 2002. Et l'épreuve, elle avait été attachée à la manche championnat de France 2003. Voilà, donc en 2003, il y avait la finale de la Coupe de France 2002 et la manche du championnat de France au col Saint-Pierre. C'était ce week-end, le col Saint-Pierre, pour le coup, en théorie. Ouais. Donc, c'était l'indice d'après, si jamais vous n'auriez pas trouvé. Mais... Et l'arrivée, c'est un autre département? En fait, quand on passe l'arrivée, on arrive en Lozère, au col Saint-Pierre. D'accord. Juste après, je crois. Enfin, quelques mètres après, mais tu es en Lozère. Donc, tu démarres dans le Gard et on arrive en Lozère. Voilà, c'était l'instant, c'était la minute géographie, mon cher Fabien. Voilà. Allez, dernière… Pardon, Cindy, excuse-moi. Ça a dû faire une belle finale, en tout cas. Ouais. Alors, je me souviens plus qui l'a gagné, mais c'est vrai que ça fait un beau tracé, ouais, effectivement. Dernière question, les amis. On va parler de Formula E. J'ai innové. Alors, c'est décrié par certains, on n'en est pas tous fans. Le premier e-prix de la discipline, c'était le e-prix de Pékin en 2014. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à l'arrivée de ce e-prix? C'est une image qui a fait le tour du monde, quand même, malgré le… Malgré de batterie. Non, ça aurait été cocasse. Ça aurait été cocasse. Vous parlez d'un accrochage. Un accrochage, ça vous parle? Entre Buemi et… Buemi s'accroche avec tout le monde. Ouais, non, c'est pas Buemi pour le coup. Non, c'était… alors, je vous donne la bonne réponse. C'était le fameux accrochage entre Heidfeld et Nicolas Prost. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah, mais oui, c'est vrai. Dernier virage où Nicolas Prost ferme un petit peu la porte à Nick Heidfeld et la voiture qui part en tonneau avec finalement une victoire de Di Grassi qui n'en demandait pas tant, je pense, qui était troisième à ce moment-là. Bon, ça va, vous n'en êtes pas trop mal tiré. Certains ont plus de difficultés quand même, je tiens à le préciser, donc ça va, vous êtes pas la plus mauvaise de mes promotions. Bon, les amis, merci à vous d'avoir été à nos côtés pour cette interview. Le mot de la fin, je vais vous le laisser. Cindy, je te laisse commencer si tu veux en profiter pour remercier tes partenaires ou autres. Vas-y, la parole est à toi. Oui, tout d'abord, donc remercier tous mes partenaires et puis toutes les personnes qui m'accompagnent depuis maintenant 3-4 ans. Et puis surtout un mot de soutien pour toutes les personnes affectées, on va dire, par la situation. Un grand bravo également à ceux qui continuent de travailler et à faire face à tout ça. Et puis après, pour tous les pilotes, il faut être patient. Et puis dès qu'on se retrouvera, c'est qu'on sera tous sortis d'ici. Donc on a hâte. Fabien, le mot de la fin? Cindy, elle a tout dit, exactement tout ce que je voulais dire. Non, en tout cas, voilà, c'est vrai que ces situations particulières, il faut faire bien attention de tous faire gaffe à soi et aux autres. Pour ce qui est de la course, bien sûr, on espère que ça reprendra le plus tôt possible, mais il faut que ça soit dans des conditions qui soient correctes. Ça sera, je pense, une saison pas évidente pour certains et pour l'ensemble des pilotes parce que je pense aux partenaires, ça sera sûrement plus la priorité pour certains de faire du sponsoring et tout ça. Donc ça sera quand même une saison et je pense une saison prochaine pas évidente parce qu'à mon avis l'activité économique va être vraiment impactée à long terme et voilà. En tout cas, prenez soin de vous et c'était cool d'être avec vous là pour ce petit moment. C'était cool de vous avoir aussi, Nico. Le petit mot de la fin. Écoute, ouais, je suis pas évidemment, je peux que répéter ce qu'ont dit Cindy et Fabien. Restez bien confinés, respectez tous bien les règles parce que le plus on les respectera, le plus on sera libéré tôt et le plus je pourrai vous croiser sur des circuits, sur des courses de côte, à vivre notre passion. Mais c'est sûr qu'à l'ordre du jour, en tout cas, c'est d'abord la pandémie donc, qui est plus important qu'on finalise ça au plus tôt. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté en tout cas. Puis je vous dis à très bientôt moi, sur les paddocks. C'est clair. Et puis j'aurai le même mot de la fin, bien évidemment. Restez chez vous. Le plus longtemps vous resterez chez vous en cette période et le mieux on s'en sortira. Et le plus vite on se retrouvera sur les pentes du championnat de France de la montagne. Merci à toutes et à tous d'avoir été à nos côtés pour cette nouvelle interview. J'en profite juste pour vous le rappeler, bien évidemment, toutes les anciennes interviews réalisées sont disponibles sur le groupe des Mordus de la course de côte sur Facebook. Celles qui arrivent, bien évidemment, vous les retrouverez sur ce groupe qui atteint presque
les 6000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'ami Marco sur ce groupe très actif avec plein de photos, plein de vidéos, plein de souvenirs de la montagne. Merci à vous les invités et j'espère à très bientôt.